j'espère que vous avez fait attention à vous en ces temps de pic de pollution. Ici, on craint un peu moins qu'à l'extérieur. Et non seulement on est protégé d'un monde terrible à l'extérieur, mais en plus on est en très bonne compagnie aujourd'hui, puisqu'on reçoit Véronique Ginobès, qui nous vient de loin, du sud de la France, de Marseille, où elle travaille à la Maison des sciences de l'homme de la Méditerranée. Je me suis décidé, enfin j'ai vu que vous étiez ingénieur de recherche, mais en même temps vous êtes un peu géographe, puisque vous êtes dans une commission avec Mathieu Boucher. Oui, mais ce ne sont pas que des géographes, la section 39. Donc la section 39, c'est pas que des géographes. Elle est pluridisciplinaire. Et Véronique Ginobès travaille, c'est une des spécialistes françaises, on va dire, des archives sonores de la recherche en sciences sociales. Ce qui concerne à la fois les enjeux évidemment d'archivage, technique, mais aussi des questions éthiques, des questions épistémologiques, des questions de partage de la donnée en sciences sociales, qui nous intéressent, je pense, tous ici, puisque nous pratiquons tous, d'une manière ou d'une autre, la production de données empiriques sonores. Et donc, on a la chance d'avoir Véronique Ginobès qui nous parlait de manière assez générale. Je vais demander une conférence assez générale, puisqu'on n'est pas des experts ici, des problématiques liées à l'archive des données sonores en sciences sociales. Et je pense qu'on prendra une discussion ensuite plus précise sur les enjeux qui se posent à nous, et moi en particulier, c'est vrai que j'ai pas mal de questions sur les problèmes de partage avec l'Amérique latine, ce qui rajoute une complexité de nos propres des données issues de nos recherches. Merci à vous. Je ne sais pas si vous pouvez compléter votre présentation. En tout cas, merci de nous parler. Je vous remercie de l'invitation et bonjour à toutes et tous. Vous avez besoin de mon micro? Pas forcément. Bon, j'essaierai de parler dans le micro, mais j'ai tendance à bouger. D'être vivante un peu. Donc pour compléter, effectivement, je crois que mes diapos vont être coupés, mais parce que je crois que c'est faire autrement. Vous verrez donc pas les titres de mes diapositives. J'en suis désolée, mais donc la phonothèque de la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme, donc c'est là où je suis archiviste. La Maison méditerranéenne des sciences de l'homme, c'est un campus de recherche sur les études méditerranéennes. Donc une dizaine de laboratoires, depuis l'archéologie antique jusqu'à nos jours, avec donc des chercheurs aussi en sciences humaines et sociales, du domaine contemporain. Donc c'est une phonothèque qui aujourd'hui riche de 8000 heures, les plus anciens enregistrements des années 50. Et nous travaillons aussi sur les questions juridiques et éthiques de ces entretiens pour pouvoir les mettre en ligne. Et 3000 heures sont en ligne sur les 7000 heures qui sont numérisées. Et on travaille également sur la conservation de ces archives sur le long terme, puisque vous savez que c'est un problème du numérique qui n'est pas un support de conservation, mais bien un support de recopie et de transfert. Donc c'est aussi un questionnement important. Voilà, on a une base de données qui s'appelle Ganoub, le sud en arabe, et puis un carnet de recherche. Donc le bas des diapositives est également coupé, je vais voir. Et donc un carnet de recherche sur la plateforme hypothèse, phonothèque.hypothèse.org. Donc rapidement, j'ai essayé de reprendre les thématiques qui composent la phonothèque. C'est un peu difficile parce que ce sont toutes les sciences humaines et sociales. Les chercheurs qui déposent à la phonothèque viennent de toutes les sciences humaines et sociales, mais il y a quand même grand partage qui va être ceux qui est plutôt de l'ordre de l'anthropologie, de la technique, de l'ethnomusicologie, qui est plutôt ce qu'on appelle aujourd'hui le patrimoine immatériel, tout ce qui est mémoire collective, histoire orale, qui est dominant, et puis toute une partie linguistique. Et puis évidemment la partie enregistrement de séminaires et des colloques qui fait aussi partie de la phonothèque, mais qui est moins effectivement peut-être
focalise d'abord sur les questions d'inédit et d'enquête de terrain. Donc cette phonothèque, elle a été créée, c'est le haut de la diapositive, en 1979, dans une démarche de l'histoire orale plutôt, par Philippe Joutard, que vous voyez à droite, et Jean-Claude Bouvier, que vous voyez à gauche. Donc Philippe Joutard, c'est un moderniste important pour l'histoire orale en France, donc un moderniste qui travaillait sur la représentation des guerres de religion du XVIe siècle dans les Cévennes. Jean-Claude Bouvier, lui, était dialectologue, mais avec l'idée de ne pas se limiter dans une étude linguistique de termes, de terminologie, mais bien de comprendre la langue dans son environnement anthropologique. Donc l'idée, c'était de conserver une source qui documentait la recherche, sur laquelle il s'appuyait pour publier. Donc l'enquête de terrain enregistrée. Au départ, vraiment l'idée importante était la validation de la preuve. Ce dont il se rendait compte, c'est que des thèses se soutenaient. On allait vérifier de façon très précise les séries d'archives qui étaient citées en bibliographie, ou même les paginations des bibliographies, les éditeurs. Et dans une soutenance de thèse, la bibliographie était très essentielle. Et par contre, si l'étudiant avait travaillé sur des sources orales, finalement, la transcription valait pour preuve qui était dans la thèse. Et c'était vraiment ce qui les a, au départ, vraiment sollicité pour la création de cette phonothèque, la validation par les pairs de la preuve, en fournissant avec la thèse les sources enregistrées, en permettant de les conserver et de les organiser. L'idée de la réutilisation éventuelle de ces enregistrements, c'était une période analogique, bien sûr, les intéressés, mais c'était assez difficile de manipulation, donc il y a eu peu d'exemples de réusage de sources, mais c'était tout de même un critère qui était important à leurs yeux, dans le cadre de nouvelles recherches, d'imaginer de revenir sur le terrain. Finalement, on peut dire que ce sont toujours les mêmes critères, les mêmes missions qui sont à la phonothèque. Donc la validation de la preuve, la conservation sur l'antenne de sources issues du terrain, le réusage éventuel, mais une responsabilité supplémentaire a émergé depuis la ratification de la France de la Convention du patrimoine culturel immatériel en 2003, c'est-à-dire que la gestion de l'héritage culturel de ces archives est devenue très prégnant et on a un retour, une demande très très forte sociale de ces archives qui ont été enregistrées, donc je disais, depuis les années 50. En même temps, on voit que les chercheurs, moi je suis arrivée à la phonothèque en 97, phonothèque organisée par support, avec, donc analogique, avec principalement les noms des chercheurs qui émergeaient, et tous les informateurs étaient anonymisés. Avec un peu d'intérêt quand même de la part des chercheurs sur leurs propres archives qu'ils déposaient sans questionnement particulier, plutôt dans l'idée d'une conservation qu'ils imaginaient, donc on passait sur plusieurs bobines, puisque c'était avant la numérisation, l'impression d'être un dinosaure. Mais c'est vrai que c'est un moment où aussi, 97, où j'ai senti un changement de la part des chercheurs, qui se sont, donc le titre était Entre lieu de mémoire et goût de l'archive, puisque donc il n'y avait pas la coupure, donc j'ai indiqué les dates de l'ouvrage de Pierre Nora chez Gallimard, c'est 84-92, et pour Arlette Farge, donc le goût de l'archive, c'est 89. On sent qu'à partir de 90, il y a un changement sur les archives de terrain, sans doute aussi parce que les anthropologues ont produit beaucoup de données sur le terrain partent à la retraite. C'est aussi la question de la patrimonialisation et de la mémoire qui se met en avant. Et puis, on voit aussi que certains terrains se ferment, ça a des raisons politiques liées à la mondialisation. Et puis, la discipline aussi, on sent aussi un besoin d'histoire de la discipline.
D'un autre côté, du côté des populations enregistrées, donc là par exemple on voit Myriam Onsel, musicologue qui installe un micro au Népal en 1966, et précédemment on voyait Alberto Pimpeller en Argentine qui interrogeait ses témoins pour travailler sur la linguistique. Donc ces chercheurs ont collecté des données qui intéressent donc les populations qui ont été enregistrées et qui veulent que l'on retrouver leur histoire, leur vie culturelle. Et donc en même temps, évidemment, les chercheurs s'inquiètent de ces archives. Donc c'est une période un peu particulière de ces années, fin des années 90, où les chercheurs s'inquiètent aussi. Ils s'inquiètent à la fois de la conservation de leurs sources, mais aussi de l'intérêt que portent les populations sur ces sources, puisqu'ils vont vouloir, effectivement, ceux qui vont les consulter, plus encore que les chercheurs, ce sont ceux qui ont été enregistrés. Pour vous donner un exemple très local, puisque Philippe Joutard a beaucoup travaillé sur les Cévennes, et à la phonothèque de la MSH, on a un fonds d'environ plus de 1000 heures, on va dire, sur la zone des Cévennes, ce qui est énorme et qui, en plus, par une quinzaine de chercheurs différents. Et donc, dès le début, c'est ce fonds-là sur lequel j'ai travaillé à cataloguer. Donc, début de la numérisation, j'ai pu bénéficier rapidement, dès 1999, de financement spécifique du ministère de la Culture. Et j'ai mis en ligne des notices documentaires, pas encore les archives, dès 2000 sur Internet. Et ce qui m'a frappé, c'est que la semaine suivante, j'avais une demande par téléphone, puisque donc Internet n'est pas encore le mail tout à fait qui fonctionnait peut-être. En tout cas, la demande par téléphone d'un monsieur qui avait reconnu dans les notices documentaires son père de Sainte-Cécile d'Angorge, qui avait repéré, donc, qui était anonymisé, mais l'anonymisation c'est complexe, à Sainte-Cécile d'Angorge c'est quasiment impossible, et donc il me demandait s'il pouvait avoir une copie de cet enregistrement. Et c'est pour ça que très vite j'ai compris l'importance aussi de ce retour vers la société civile, de la désanonymisation des collections au fur et à mesure, parce que les gens veulent avoir leur nom dans la base en tant qu'auteur, on en reparlera au cours de l'intervention, mais et donc aussi de commencer à faire signer des contrats d'autorisation pour permettre cette mise en ligne petit à petit de ces archives. Parce qu'effectivement, donc, les modalités des archives ont changé entre l'analogique et le dépôt de bandes et de cassettes que je reçois, la numérisation et l'accès, même si les missions restent les mêmes de la phonothèque, donc collecte, clarification des questions juridiques et éthiques, conservation, numérisation ou transfert, donc on numérise de l'analogique, on transfère s'il s'agit de numérique, l'analyse, l'indexation, la contextualisation du fond, la consultation, la valorisation, ce sont ça les missions. Et l'idée, c'est que moi j'ai des bandes qui sont des objets, et si elles restent objets, c'est très difficile de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on peut se demander, voilà, je donne l'exemple de la boîte de conserve parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Est-ce que c'est de l'huile de vidange ou de la nourriture pour chat ou du cassoulet, ou est-ce que je suis allergique à un des éléments de qui va constituer le contenu de cette boîte de conserve? C'est extrêmement important que j'organise des données et que je documente donc ces archives qui doivent passer. Tout à l'heure, en discutant, on disait temps incompressible. Le son, c'est de l'information continue. Donc, si j'ai 1 heure de son, je dois écouter 1 heure de son et même plus pour la numérisation, pour organiser le fichier, pour comprendre ce qu'il y a à l'intérieur, l'indexation, etc. Donc, j'ai besoin de ce travail d'organisation pour pouvoir savoir ce qu'il représente. Donc, comment on documente une archive? Donc, bien sûr, en fait, les seules informations qu'on a sur l'archive analogique, et c'est pire avec l'archive numérique, c'est les données inscrites par le chercheur sur l'emballage, le support.
Alors, le fichier numérique, s'il n'est pas documenté, c'est juste le nommage du fichier. Et comme en général, c'est 0018.4, je suis encore moins informée qu'auparavant, que c'était en fichier analogique. Bon, bien sûr, si il y a eu une publication, mais ce n'est pas toujours le cas, j'ai des informations dans la publication. Et puis, il y a aussi donc toutes les données matérielles autour de ce support qui sont quand même essentielles. Donc certains, je vois, je me rappelle plus votre nom, Madame Mac, que j'ai écouté en conférence et qui m'a surprise parce qu'elle conserve en numérique son carnet de terrain et qu'elle dépose avec ses archives. Enfin non, elle ne dépose pas ses archives, pardon. Mais qu'elle documente, avec qui elle documente ses archives, avec lesquelles elle documente ses archives. Mais c'est extrêmement rare et c'est absolument nécessaire de penser à la documentation de ces données, on y reviendra. Donc d'un point de vue strictement archivistique, il y a des standards et des normes, on peut y revenir. Alors je reviens sur ce qu'on appelle métadonnées, c'est les données sur les données, donc les données sur le fichier numérique, le fichier sonore par exemple, en ce cas-là. Donc on a participé à une structuration de l'information autour des fichiers sonores, donc comprendre comment on allait les documenter de la même manière qu'on documente en fait, c'est le livre qui est au cœur de la littérature savante en fait, donc c'était d'abord le livre sur lequel les archivistes et les bibliothécaires et les manuscrits qui ont développé, sur les bibliothécaires et les archivistes ont développé des normes avant tout sur les ouvrages et sur les manuscrits. Donc sur le son, on a dû réfléchir depuis les années, on va dire que depuis les années 90, on réfléchit à la façon, on a terminé, j'espère, de réfléchir, on a organisé les normes, même si elles évoluent toujours et que la veille d'information est toujours nécessaire parce qu'il y a tout le temps des évolutions hein, sur ces questionnements-là. Mais donc on a travaillé à la structuration de ces données. Donc je voulais aussi signaler, puisque là vous voyez donc, le wiki casae.org, c'est un wiki qui est en langue espagnole et qui peut vous intéresser puisque c'est dans le cadre d'un réseau d'archivistes andins qui était d'ethnomusicologues principalement, mais aussi d'anthropologues dans les Andes. Et donc on avait commencé à travailler avec eux sur la question de l'organisation des données de terrain sonore. On a fait d'ailleurs, on a publié en langue espagnole d'ailleurs un manuel qui est en 2007, qui a été mis à jour en langue française en 2014, et aujourd'hui avec l'université UNAM au Mexique, le département des bibliothèques, on a tout un travail aussi de réflexion et d'organisation des données sonores en langue espagnole. Si ça vous intéresse, je peux vous donner aussi des contacts principalement au Mexique aujourd'hui sur ce travail de structuration des données ou de description des archives sonores. Mais au-delà de l'archive elle-même et de l'enquête, c'est vrai que ce qui vous intéresse aussi, c'est le contexte, de comprendre le contexte, la méthode de l'enquête, comment le chercheur a travaillé, comment il a constitué ce terrain, et même aussi tout ce qui est matérialité du savoir, c'est-à-dire, donc on parlait du carnet de terrain, ça peut être des notes, ça peut être des objets, ça peut être, donc là je montre des photos du fond Agnès Dufour, qui est une anthropologue de la Provence, qui a à la fois fait des films, à la fois photographié, donné des photographies, des archives papier, de la bibliographie, et donc on essaye aussi de travailler, il y a aussi des fiches érudites, et là-dessus je vous renvoie sur Jean-François Bert, peut-être vous connaissez ces travaux de Jean-François Bert, quelqu'un l'a lu. Donc il a écrit plusieurs ouvrages. Qu'est-ce qu'une archive de terrain? D'abord en 2014. Récemment, il a travaillé sur la fiche érudite. Et puis cette année, il vient de sortir un ouvrage Comment pense un savant. Et son idée, c'est vraiment aussi de travailler sur voilà, comment
comment ce fonds se constitue, parce que finalement ces archives sonores, ces enregistrements de terrain n'existent aussi que par le cheminement du chercheur, sa pensée, et comment l'organiser, comment y réfléchir, comment faire en sorte qu'on puisse la réutiliser si on ne sait pas comment ces archives ont été constituées. Voilà. C'est un des travaux principaux de l'archiviste du son, refaire la stratigraphie de la recherche et la comprendre. Mieux elle aura été décrite, plus on pourra documenter et indexer de la meilleure façon les fonds sonores. Donc à côté de ce travail d'archéologie, il y a aussi des normes qui peuvent nous aider pour parler de la même manière, des référentiels. Donc par exemple, un référentiel sur les langues qui correspond à la norme ISO 693-3, mais qui vous permet aussi d'avoir des précisions sur la langue que vous décrivez et de l'inscrire, puisqu'il y a plusieurs manières d'écrire la langue, et donc d'avoir un terme et ses synonymes, par exemple. Il peut y avoir aussi la possibilité d'utiliser une norme pour les lieux d'enquête. Donc là, je vous renvoie vers GeoName, qui est aussi un outil qui va vous permettre de géolocaliser vos données et d'utiliser toujours le même terme pour décrire un lieu, parce que là aussi, c'est comme souvent les termes ont plusieurs manières d'être, les termes de lieu ont plusieurs manières d'être inscrits. Et donc en fait, l'idée d'utiliser vos référentiels pendant votre travail de construction de sources, ça va être aussi de faciliter plus tard, quand vous allez traiter vos données, l'interopérabilité de ces données, c'est-à-dire la façon dont vous allez parler avec d'autres données. J'en ai cité deux, il y en a plusieurs, je vous cite aussi celui des instruments de musique, qui est MIMO et qui est accessible, je vous cite des outils qui sont accessibles en ligne, donc quand toutes les diapos sont coupées, j'ai envoyé des diaporamas, je vous ai envoyé des diaporamas, vous pourrez éventuellement le demander parce que tous les liens sont indiqués dans le diaporama. Donc, et puis les comptes de tradition orale, par exemple, aussi, qui sont donc de façon qui utilisent la classification Arm, Thompson et Luther, qui peuvent aussi être une manière, et qui sont souvent au cœur des enregistrements de terrain. La littérature orale, évidemment, c'est souvent un objet qui est enregistré sur le terrain. Donc ces référentiels, ils sont nombreux, et je vous conseille donc de les utiliser, à la fois pour l'interopérabilité et l'indexation de la recherche. Là, je vous ai mis aussi un index sur les noms, l'International Standard Name Identifier, donc c'est la norme 27729, qui vous permet aussi de repérer, donc bien sûr, les enquêteurs, et peut-être donc à la Phonothèque, notre travail aussi, c'est de documenter les informateurs ou témoins, parce que finalement, aussi, ils existent, puisqu'ils sont créateurs aussi et producteurs de ces données. Donc sur le terrain, parmi vous, combien font d'entretien sur le terrain, enregistrent des... Et vous utilisez quoi comme matériel d'enregistrement? Vous filmez ou vous enregistrez? Vous utilisez votre téléphone principalement? Non. Personne n'utilise son téléphone. Bravo. Il peut y avoir des petits problèmes techniques. Enfin, quand je l'ai utilisé, j'ai eu des problèmes, je préfère avoir un dictaphone à part. Dictaphone. Et personne n'utilise le Mani, quoi. Un Zoom, voilà. Okay. Oui, voilà. Bon, l'idée, c'est de savoir aussi, au départ, comment, donc, puisque l'idée de la chaîne documentaire, de l'archivage, ça va être de récupérer le fichier son. Bien sûr, c'est extrêmement important au départ d'avoir
une qualité sonore qui soit à minima en format WAV. Donc est-ce que vous utilisez le format WAV? Oui? Non? Pardon? Donc voilà, minima le format WAV qui soit en 44.6, 6, c'est une erreur, car je corrigerai le diapo, et 16 bits. Donc en tout cas le format WAV minimal, ça peut aller jusqu'à 96, mais évidemment c'est important d'avoir un sonogramme de qualité si on veut pouvoir aussi y revenir, le refaire écouter, l'utiliser dans une exposition par exemple. Donc tout ce qui va être format sur téléphone ou dictaphone, souvent, ça dépend aussi du format que vous avez sur votre dictaphone. Il y a parfois des formats propriétaires qui peuvent poser des problèmes pour la réutilisation en fait, parce que dès que vous utilisez un dictaphone, c'est un Olympus peut-être, souvent qui est utilisé. J'ai eu des problèmes avec, donc j'ai pu faire ma thèse de l'installer. Oui, non, bien sûr. Et vous avez archivé vos données, vous les réécoutez, c'est ça en fait le problème. Qu'il peut y avoir. Pour moi, les données. Vous les avez archivées pour vous? Pour moi, je les avais écoutées pour moi, et je suis assez égoïste et pas du tout prêteuse, et je suis pas d'accord. Oui, des personnes, sans que je le sache ou d'une manière où j'aurais pas. Oui, non, mais chacun. Moi, je n'ai pas cherché à convaincre qui que ce soit de déposer ses archives en faisant ce diaporama. Chacun fait. Mais l'idée d'avoir quand même des données dans un certain format, c'est qu'ils puissent être réécoutés. Ce que je disais, c'est que le numérique n'est pas un format de conservation. En fait, on va pouvoir recopier, toujours à l'identique, de façon homothétique, un fichier son. Mais le problème, c'est qu'il va être dans un certain format. Donc, je ne sais pas quel est le format de. Je sais pas. Voilà, vous n'en savez rien, mais peut-être que c'est. En tout cas, j'entends tous les bruits, les petits oiseaux qui chantent, le vent qui souffle. Si c'est ça la qualité, parce que c'est un seul problème. Souvent, j'imagine que j'ai pas été la seule. On enregistre nos entretiens et suivant les effets de nos terrains, il peut y avoir quand même beaucoup de bruit. Donc, je ne sais pas si vous parlez de ça quand vous parlez d'améliorer la qualité. Pas vraiment, mais ça c'est une autre question. Ça c'est la question de la collecte. Bon, après, il y a plusieurs manières d'entrer dans l'archive. Là, je suis entrée dans ces questionnements du côté de mon métier, de l'archiviste. Mais si on veut effectivement se poser du côté de la collecte elle-même, du son et du positionnement du micro, évidemment, c'est extrêmement important. J'ai des archives qui sont. Donc l'idée est incroyable. Je pense aux archives de Christian Bomberger qui m'a déposé des enquêtes dans de l'Iran du Nord. Il enregistre à un moment donné un monsieur qui a 100 ans en 1970 et qui a fait tous les caravansérails de l'Iran. Donc bon, je sais que c'est ça. Et il a mis tellement loin son micro, je ne sais pas où il l'a placé, mais c'est assez inaudible. Et puis en plus en analogique, en fait, chaque fois qu'on écoutait la bande, on en perdait un peu de la qualité. Donc ça, c'est l'intérêt du numérique. Chaque fois que vous écoutez, vous n'abîmez pas l'enregistrement. Par contre, en numérique, autant en analogique, vous pouvez avoir une qualité qui va se dégrader au fur et à mesure de l'écoute et au fur et à mesure des années si le support se fragilise, autant en numérique, vous avez une qualité constante, mais au moment où vous ne pourrez plus écouter, ce sera brutal. Donc, vous ne pourrez plus jamais écouter, d'accord? Sauf si vous avez fait des copies, etc. Mais aussi si vous avez les moyens de relire le format adéquat. C'est pour ça que la question du format, elle est extrêmement importante. C'est-à-dire que vous allez pouvoir l'écouter jusqu'à ce qu'à un moment donné, le format dans lequel vous aurez enregistré ne sera plus écoutable parce que le logiciel qui permettra d'écouter ne permettra plus. D'où l'importance aujourd'hui, en fait, je suis plus confrontée à la fragilité des supports aujourd'hui qu'à l'époque de l'analogique où là, je n'ai besoin que d'avoir des lecteurs qui correspondent. Bon, après, il me faut beaucoup de lecteurs parce qu'il y a eu, je ne sais pas, donc je suppose que vous êtes peu à avoir récemment vu des cassettes, mais encore moins à avoir vu des bobines. Et peut-être même des mini-disques qui étaient super à la mode dans les années 90, ou les DAT qui étaient
des bandes que les anthropologues, dont les anthropologues étaient très friands, ou les ethnomusicologues. Donc vous voyez, ces supports analogiques déjà, ils ont évolué. Mais c'est pareil pour le numérique, en fait, on se retrouve avec des formats très différents et qu'on doit transférer dans les formats qui vont, eux, pouvoir être transférés régulièrement sur le long terme. Donc, mais voilà, c'est déjà, si vous êtes nombreux à utiliser les zooms, visiblement, donc c'est ce qui est devenu un petit peu l'objet classique de l'enregistrement, c'est vrai que vous avez la possibilité d'enregistrer à la fois en format compressé, à la fois en format WAV, qui est donc le format de la norme aujourd'hui. Pour moi, les zooms, c'était un truc de musicien, c'est drôle, parce que je ne suis pas habitué à la qualité et j'utilise des formats de bien très très qualité. Pour moi, les zooms, c'était vraiment pour des gens qui voulaient enregistrer une bonne chose. Une bonne chose. De qualité, quoi. Oui, mais c'est la question qui est posée, qu'est-ce que ça veut dire la qualité? La qualité, pour moi, c'est vrai que ça dépend de quel point de vue on se place, en fait. Je vais porter attention à la conservation du support, du format, par exemple. Et donc, pour moi, un format qualité, c'est un format qui n'est pas compressé. Après, la qualité, c'est savoir poser son micro pour qu'on puisse entendre un minima, même si effectivement la Fonothèque, souvent quand des journalistes viennent pour révéler l'usage, par exemple, ils ne me prennent pas mes fichiers qui paraissent les plus de meilleure qualité, justement. Est-ce que vous avez entendu, c'est une question à vous, peut-être à la fois à la salle, un seul cours d'anthropologie et de sociologie où on vous a appris à poser votre micro? Non. Ah oui. Et vous? Parce que moi, jamais entendu parler. Ah d'accord. Mais jamais. Vous avez déjà entendu parler d'un prof d'anthropologie qui dit qu'il a expliqué à ses étudiants comment poser un micro? Ben, je sais pas, ça dépend. C'est vrai que, bon, moi je donne beaucoup de formations dans le réseau andin, d'Amérique latine. J'ai souvent donné des formations sur la collecte ou dans d'autres réseaux. Après, c'est des formations un petit peu spécifiques. Mais vous avez des cours, oui, sur les entretiens, la méthode d'entretien, mais jamais sur l'enregistrement d'entretien, en fait. Mais sur les entretiens, la méthode d'entretien, vous en avez? On dirait pas. Bon, c'est quand même. Pardon? Oui, dans l'entretien, oui, mais là je parlais vraiment. Oui, mais ça fait partie de la méthode parce que, on va voir. Voilà. Donc, ok, il y a beaucoup de choses dans la collecte, c'est-à-dire la façon dont on va présenter son enregistrement et comment on va présenter la commande, pourquoi on enregistre, pourquoi on est face à cette information. Donc, je reviendrai, je vais revenir sur cette question en partant d'une autre question que je voudrais vous poser. Donc là, je vous montre deux types de collecte, deux photographies de collecte. Donc la première, elle est à droite, donc c'est en 1967, Jean-Pierre Chrétien, qui est de Burundi et qui enregistre Sékélé, qui connaît donc toute le royaume de cette zone, tous les rois et toute la généalogie des rois de cette zone. Et puis à côté, donc c'est une photo que je vous ai déjà montrée, donc Alberto Vugvalter en Argentine en 1968, qui est à Chaco et qui enregistre donc Minarte et Luciano Cabrera sur leur langue. Et donc ma question c'est à qui vont appartenir ces enregistrements? Selon vous? Donc pour vous, c'est celui qui enregistre, le chercheur, celui qui parle. Il y en a plusieurs, on peut y aller. La propriété collective donc de... Donc vous, quand vous enregistrez, c'est qu'à vous, mais là, ça part. Non, je sais pas.
dit à qui ça appartient, donc voilà, mettons que ce soit vous, j'aurais pu vous trouver sur le terrain, vous photographier, donc vous enregistrez des personnes à qui ça appartient. Il peut y avoir un consentement éclairé, donc qui est signé avec les personnes et qui définit éventuellement l'utilisation ou le droit d'utilisation des enregistrements. D'accord, mais là vous partez donc de ce que je voudrais savoir avant cette signature de consentement éclairé, à qui on l'a fait signer. Donc à qui sont les acteurs en fait, à qui je dois m'adresser pour savoir à qui ça appartient. Mais c'est super de faire le consentement éclairé. Hein. Si on prend en considération que le but de la thèse, on doit signer un contrat pédagogique avec l'université, où la thèse a une relation directe avec, je ne sais pas si c'est propriété de l'université, mais j'imagine que les archives de terrain doivent avoir une relation avec ça, cette dimension institutionnelle. J'espère que ça n'appartient pas à en tout cas, vous êtes en train de dire que suivant votre contrat de travail, finalement, vous êtes financé par l'université a quelque chose à voir avec votre production. Oui. Malheureusement, vous avez été financé, bon, ça me paraît pas si malheureux quand même, vous avez pu aller sur le terrain. Donc on a dit le financeur, le collecteur, l'informateur. Est-ce que vous avez d'autres idées de qui est un acteur dans cette... vers qui je dois me tourner, qui appartient, peut-être la question n'est pas toujours bien posée, qui a un droit sur cette archive? Alors, on a un peu plus loin, on pourrait peut-être parler aussi des autorités politiques, c'est-à-dire derrière l'université, il y a l'État français, toute sa démarche patrimoniale, vous, de la manière, les maisons de sciences humaines et sociales sont finalement des organismes publics, et donc on rentre dans un espèce de patrimoine public français. Et par ailleurs, de l'autre côté, la personne qui est interrogée également peut avoir affaire à une préférence politique qui est propre, et donc autorité locale, etc. Quelle que soit la forme. Les communautés, en tout cas, qui appartiennent à la langue des deux témoins enregistrés, et là, on nous dit à cette généalogie royale. Ensuite, d'autres idées. Adieu, puisque la parole est On a plus dit, t'avais oublié celui-là, même. C'est important, le verbe. C'est sûr. Ok. D'autres idées? Vous qui avez enregistré des mineurs justement qui doivent parler de leur patron et de leur... Est-ce que les personnes qui sont bloquées dans les oui, quand même, elles ont aussi quelque chose à voir. C'est-à-dire que, en l'occurrence, vous enregistrez des mineurs grévistes qui portent des accusations. Dans l'archive, en tout cas, ces gens-là, ils sont nommés. Ils ont... pas dire que l'archive leur appartient, mais en tout cas, ils ont un mot à dire sur cette archive. Donc, ils font partie de ces acteurs qu'il faudra aussi lister. D'autres idées de ces acteurs? Quel type d'entretien vous faites sur quelle thématique? Pardon? Sur les conflits. Donc là, on se trouve dans un cas où des noms vont être cités. D'autres... Des histoires de vie, voyage. Oui, les histoires confidentielles. Il peut y avoir toujours des questions de confidentialité. Personne travaille sur la littérature orale ou le chant. Bon, il y a toujours un moment où quelqu'un peut se mettre à chanter, même le chant politique. Vous savez que la chanson, l'hymne communiste. Pardon? L'international. L'international n'est libre de droit que depuis 2 ou 3 ans. Il y a un auteur, un compositeur,
Et il y a eu un film où à la fin, l'international était cité, et sifflé, et le documentariste a pris a été posé d'une... on lui a demandé de retirer l'international de la fin de son documentaire. Il n'en avait pas les droits. Donc si quelqu'un se met à chanter, ou à réciter une poésie, ou à une œuvre qui peut avoir un auteur avec tous les droits qui en découlent, eh ben, on n'a pas non plus la possibilité de le diffuser librement. En tout cas, l'auteur, ça n'est pas vous du tout à ce moment-là, ni l'informateur. Autre chose encore, vous n'avez pas d'autres idées sur qui ils sont nombreux, il n'y a pas que vous qui possédez en fait. C'est un peu ça l'idée, c'est que à partir du moment où vous engagez ce type de démarche, il y a aussi d'autres acteurs. Donc vous pouvez travailler seul, mais vous voyez que Jean-Pierre Chrétien travaille avec un traducteur. Un traducteur et peut-être même quelqu'un qui l'a introduit auprès de l'informateur. Donc lui aussi, il peut être partie prenante dans la création de ce document. Donc en fait, voilà, comprendre et préciser quels sont les acteurs dans ces archives, c'est extrêmement important. Ce qui ne veut pas dire que rien n'est possible parce que les questionnements sur les acteurs sont trop nombreux, mais les comprendre, ça vous permet aussi de savoir à qui appartiennent les documents que vous avez créés aussi. Donc bien sûr l'enquêteur, puis l'informateur, ça dépend toujours de la manière dont on le nomme, hein, le témoin, l'enquêté, l'interviewé, l'artiste, l'interprète. J'ai un chercheur récemment qui me dit non, informateur, moi c'est narrateur, donc pourquoi pas, chacun a son nom et sa façon de voir le témoin. Les détenteurs de droits voisins aussi, l'accompagnateur, voilà, le compositeur, l'arrangeur, le particulier d'une œuvre interprétée, les personnes qui sont citées dans l'enregistrement, l'institution qui a programmé la recherche, l'institution où est déposé le document, et donc c'est coupé bien sûr en dessous la communauté, la société où l'archive a été créée et qui peut vouloir un retour vers ces archives. Donc voilà, il nous a parlé de consentement éclairé. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'idée c'est de travailler de respecter donc tous ces acteurs et principalement donc le témoin. Comme je vous disais, quand je suis arrivée à la phonothèque de la MSH, le témoin c'est un numéro. Personne n'avait son nom qui apparaissait et c'était seulement les chercheurs qui étaient... et quand je leur demandais, mais il n'y a aucun contrat signé, non, mais voilà, c'est le fond le nom du chercheur. Petit à petit, il y a eu des changements, même au niveau des publications. On a vu sortir chez Payot des auteurs qui publiaient des entretiens et ils mettaient au même niveau d'auteur, l'informateur et l'auteur en tant qu'auteur, quoi. L'informateur devenait auteur. Et en fait, c'est quand même l'évolution de ces dernières années, c'est de placer le témoin en co-construction de la parole avec le chercheur et faire signer un contrat ou, suivant les sociétés, s'engager oralement aussi avec le témoin. C'est vraiment à la fois protéger la personne, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire que vous vous engagez à diffuser, au contraire, ça peut être plein c'est un choix de la part de l'informateur, mais qui va pouvoir affirmer, et pas seulement « Ah, j'ai un rapport de confidentialité avec les témoins, donc je n'ai pas besoin de diffuser, je ne diffuse pas parce que j'ai ce rapport de confidentialité ». Non, ce rapport, il doit être exprimé des deux côtés, donc à la fois protéger la personne, donc qu'est-ce qu'elle veut, et puis c'est aussi commencer à se demander si ces données pourront être exploitées. Donc moi, je me suis placée justement dans l'entretien, parce que dans vos thèses, évidemment, on n'imagine pas d'abord souvent que ces archives peuvent être déposées. Est-ce que quand vous avez fait vos entretiens, vous avez seulement imaginé, est-ce qu'on vous a dit, ces données enregistrées, elles pourraient aller dans un centre d'archives? Oui?
bon, on ne vous a pas dit il faudra que. Voilà, il n'y a aucune injonction dans ce genre de travail, mais bon, en même temps, c'est de l'ordre. Est-ce que certains ont réutilisé des entretiens qu'ils avaient, qui avaient déjà été faits et qui sont allés dans des centres d'archives où il y avait déjà des entretiens réalisés? Aucun? Aucun d'entre vous a réutilisé déjà des sources enregistrées par d'autres? Par contre, j'ai donné mes archives. Sonores? Oui. Et où ça donc? Au Paraguay. Au Paraguay. Je ne sais pas très bien dans quel état elles sont là, mais j'aurais peut-être pas dit. C'est des cassettes? Ouais, des cassettes. Des grosses cassettes. Ah oui. L'idée, c'était que les personnes puissent les passer en les numériser, en fait. Bien sûr. Parce que moi, je ne savais pas comment le faire ici, et puis qu'elles soient là-bas. Donc, normalement, elles sont réutilisées ou réutilisables. Ouais. Je sais pas par qui. Bon, en fait, ce qui se fait beaucoup aujourd'hui, et moi j'ai beaucoup de dépôts d'archives hors de France, en fait, et en France, où le dépôt se fait, la numérisation se fait sur place à la photothèque, le traitement, et puis ensuite on donne la copie dans les centres. Alors on travaille actuellement beaucoup avec le Moyen-Orient, je vous en parlerai aussi, mais je pense par exemple aux archives historiques des Cyclades, où on a eu un fonds de la catastrophe de 1922, la fuite des Grecs de Smyrne vers l'île de Syros. Et pour donner l'exemple, donc, on a ces entretiens faits dans les années 80 avec des personnes donc, de première génération, deuxième génération de réfugiés de Smyrne en langue grecque. Et c'est un master en fait, on a pu traiter ces archives, les déposer aux archives des Cyclades et retrouver tous les ayants droit de la trentaine de Grecs qui avaient été enregistrés. Et aujourd'hui, ces archives sont en libre accès, puisque chacun des Grecs de Smyrne enregistrés dans les années 80 ou quand on a retrouvé des ayants droit, ont donné les autorisations de diffusion. Donc, vous voyez, c'est pas toujours, ça paraît assez impressionnant. Je suis toujours très étonnée du fait que les témoins, en général, souhaitent aussi diffuser la parole qui a été enregistrée. Bon, surtout quand du temps est passé aussi, ça dépend de plusieurs éléments. Donc voilà, la démarche, c'est de mettre au centre de la recherche le témoin comme source de savoir. C'est reconnaître son autonomie à gérer ce patrimoine dans un consentement éclairé. C'est lui permettre de s'investir, effectivement, s'il le souhaite, dans une démarche de dépôt et dans le choix de ce dépôt. C'est comprendre le sens de la recherche, le sens de la collecte, et puis suivre éventuellement la restitution des travaux du chercheur, mais plus tard aussi, si ces archives sont déposées dans un centre d'archives, d'éviter la recherche coûteuse des ayants droit, puisqu'on aura le contact des personnes, on peut lui écrire et le solliciter. Je pense à un autre fonds que j'ai sur 1975, des récits de vie enregistrés par un sociologue, Jean Mitral, qui quitte le Liban en vitesse avec ses bandes en 1975 à cause de la guerre civile. Beaucoup plus tard, sa veuve dépose les archives, et donc aujourd'hui, on a retrouvé 40% environ des témoins qui tous souhaitent aussi pouvoir être entendus, réécoutés, et c'est un véritable fonds très riche en fait de cette période-là, qui tout d'un coup reprend vie. Je pense aussi aux archives de Michel Seurat aussi au Moyen-Orient, donc là encore, des archives retrouvées un peu par hasard, parce que personne ne sait toujours qu'il existe ce type d'archives. Hein. Donc, au moment de la recherche, on ne se dit pas je vais déposer mes archives dans une phonothèque. Et donc là encore, Michel Seurat, je ne sais pas si ce nom dit quelque chose parmi vous. Donc, un politiste au CNRS qui a été enlevé en 86 au Liban, les premiers à parler d'islamisme politique et qui donc est mort en captivité. Et voilà, ces archives ont été retrouvées il y a quelques années, numérisées. Et donc là encore, c'est un travail
long, mais qui commence à vraiment se concrétiser, de retrouver les ayants droit dans ce dossier. Et donc, est-ce que vous faites signer des contrats, justement, vous parlez de consentement éclairé au moment de vos entretiens, ou en tout cas, même oraux, oralement dans l'enregistrement? Moi, personnellement, je me mets d'accord avec la personne. Et vous lui dites, c'est pour moi, ça ne sera pas diffusé. Ce sera anonyme, je lui dis que c'est pour une confidentielle. Après, moi, ça m'est arrivé quand même beaucoup que les personnes me fassent éteindre l'enregistrement quand ils voulaient vraiment parler. Et ça, c'est la démarche de l'enquête. Après, c'est aussi ce qu'on dit. Une fois que le magnétophone est éteint, c'est toujours là que les choses se passent. C'est le truc classique de l'enquête. L'archive sonore, c'est une partie. C'est pour ça que quand je parlais de la matérialité, moi, je ne veux pas présenter l'archive sonore comme étant un objet unique. Il existe avec d'autres sources. Il doit être croisé avec d'autres. Et aussi, on doit pouvoir comprendre comment elle a été faite. C'est vraiment important si on veut la réutiliser. Donc voilà, il y a tous ces éléments-là qui doivent être pris en compte, quoi. Et donc une fois que ces archives sont déposées, nous, ce qui est important, c'est de les ouvrir à la réutilisation. Et c'est pour ça que donc on place tout le travail documentaire qui est réalisé à la phonothèque et placé donc dans le domaine public, c'est-à-dire on anticipe le domaine public pour qu'on puisse réutiliser les métadonnées qui sont créées. Et cette anticipation du domaine public, elle est intéressante aussi dans les contrats d'autorisation qu'on fait signer, puisque de plus en plus on propose aux témoins de se placer dans le domaine public, d'anticiper le domaine public, c'est-à-dire qu'on va seulement citer finalement l'obligation est simplement de citer l'informateur, de la source de la recherche, mais on pourra la réutiliser même commercialement ou dans n'importe quelle autre utilisation. Et de plus en plus, les témoins acceptent justement que leur parole soit placée dans cette anticipation du domaine public. Tu as des modèles de... Oui, j'y viens parce que donc, sur ces questions-là, je vous fais passer cet ouvrage qui vient de paraître sur les questions de la diffusion des données numériques en sciences humaines et sociales. Et donc, ça fait un moment qu'on réfléchit sur ces questions de contrat, d'autorisation, les questions éthiques avant les questions juridiques. D'ailleurs, souvent, qu'est-ce qu'on peut diffuser, qu'est-ce qu'on ne peut pas diffuser, parce que ne pensez pas que ce que je suis en train de dire, c'est que tout doit être accessible. C'est qu'une partie peut être accessible, mais en co-construction, toujours avec ceux qui ont produit la connaissance. Donc l'idée, c'est on a publié cet ouvrage, dont une grande partie porte sur les archives sonores, et puis à côté, on a un blog de recherche qui s'appelle Questions éthiques et juridiques, où là on pose des questions très concrètes, donc entre autres comment diffuser, comment utiliser les contrats d'autorisation, donc il y a des billets avec des exemples de contrats, mais aussi d'autres questions, donc là j'en ai donné quelques-unes. Le chercheur enregistre une œuvre issue de la tradition orale, le chercheur utilise des archives et les publie ensuite, le chercheur consulte des fonds qui comportent des données personnelles. Qu'est-ce que l'exception pédagogique, l'exception de citation? Donc voilà, c'est des questions très concrètes qui s'adressent aux chercheurs pour que le chercheur photographie un monument qui appartient au patrimoine machin. Est-ce que j'ai le droit de la diffuser ou pas? C'est des questions qui se posent constamment et auxquelles on essaye de répondre avec bien sûr un axe sur la source orale, mais pour nous c'est un travail collectif avec les chercheurs qui traverse donc toutes les sciences humaines et sociales. Donc là aussi, c'est un carnet d'hypothèses qui s'appelle éthique, droit, hypothèse au pluriel. Donc voilà, j'ai voulu traverser un peu tous ces questionnements pour qu'on puisse discuter, éventuellement aussi à partir de vos propres productions. Je voudrais revenir sur la diffusion, avant de passer sur la diffusion justement de ces données. Je voulais rapidement évoquer ce qui pouvait être une charte qualité d'un enregistrement de terrain qui allait être déposé, ce dont on a besoin en fait. Donc, bien sûr, le lieu, la date de l'enquête, les témoins,
mais toujours le contexte qui l'accompagne. Hein, le contexte qui l'accompagne. Dans l'enregistrement aussi, on a besoin de savoir avec quoi vous avez enregistré, quel type de format, ça c'est vraiment essentiel pour savoir si on peut le retransformer ou pas. Et puis les questions éthiques et juridiques. Voilà, pour terminer, je veux passer sur la question de la diffusion parce que ça me semble important de savoir aussi l'intérêt de diffuser les données avec, on a parlé de la validation de la preuve, c'est-à-dire vous avez publié, vous avez des archives. Donc la phonothèque, est-ce qu'elle peut apporter? Elle peut justement aussi permettre une meilleure lisibilité de ces sources avec la publication. Donc à travers différents moteurs, donc je ne sais pas si vous connaissez, vous utilisez Isidore, oui, hein, donc un moteur de recherche qui permet par l'interopérabilité de réunir les données de la recherche. Donc ce qui est aujourd'hui nouveau dans Isidore, c'est que si vous, sur certains domaines, bien sûr, sur lesquels on a des archives sonores, vous pouvez à la fois retrouver et les sources sonores et les publications et éventuellement des documents en lien avec ces sources. Donc c'est vraiment une nouvelle manière de valoriser les sources de la recherche. Tout ça c'est lié à cette fameuse structuration de données dont je parlais, puisqu'à partir de notre base Galmove, on l'exporte vers différentes plateformes. Donc vous avez Isidore avec Clarin, qui est une plateforme de linguistes, où il y a uniquement des archives sonores, pas mal de choses en quechua d'ailleurs. En tout cas, pas mal de langues d'Amérique latine. Calan, c'est un catalogue qui correspond, je ne sais pas si vous connaissez ce catalogue, mais ce sont les archives qui correspondent à l'enseignement supérieur à la recherche, donc le pendant du SUDOC en fait, un catalogue collectif de l'enseignement supérieur à la recherche, et puis Europeana qui est une plateforme culturelle en fait, européenne, dans laquelle aussi vous trouverez des données de différents types, différents sciences humaines et sociales. Donc j'avais envie aussi de vous montrer que ce n'est pas que les archives sonores doivent être contextualisées, que le carnet de terrain, toujours associé à l'archive, il est essentiel. Donc on a une plateforme qui s'appelle Transcrire, qui permet donc, dans laquelle on a numérisé une série de carnets de terrain de chercheurs en lien avec les archives sonores qui ont été déposées. Donc là je vous montre celle de Marceau Gast qui a travaillé dans le sud du Sahara. Et donc par cette plateforme, on a la possibilité d'afficher la numérisation image du carnet de terrain, c'est toujours des carnets de papier en fait, la numérisation d'image, et puis l'internaute, lui, peut transcrire le carnet de terrain en face. J'ai vu ça une fois sur la bibliothèque nationale de Hollande. Oui, ils ont. On peut transcrire en ligne des documents d'archives. Ouais. Et je trouve que c'est génial comme idée, quoi. Ouais. Le chercheur qui en a besoin transcrit ça et c'est déjà transcrit pour le suivant. Ouais. Et puis en face, il y a quand même toujours. En fait, c'est aussi la question de la matérialité que j'évoquais, qui est quand même toujours essentielle, hein, de se retrouver avec le document lui-même. C'est là que je comprends pas, c'est en fait une personne qui va mettre ses carnets de terrain sur la plateforme de transcrire et l'autre personne qui va essayer de retranscrire ce carnet. Donc il y a plusieurs anthropologues, ils sont tous décédés en fait. Hein. Et donc on se retrouve avec ces sommes de carnets de terrain qui sont en lien avec des données produites sur des lieux différents du monde. Pardon ? Et, oui, et donc souvent en lien avec évidemment l'enquête orale qui a été faite. Donc moi je possède des entretiens et j'ai besoin de ces carnets vont me permettre de documenter mieux ces entretiens. Donc là par exemple c'est de la Tamahac. Et donc la Tamahac qui est transcrite, donc il commence à faire son terrain et à donner quelques éléments de vocabulaire. Donc c'est super intéressant pour l'histoire des sciences aussi parce qu'on voit sa démarche, on suit le cheminement du chercheur. Comment il fonctionne, mais c'est aussi intéressant pour l'internaute parce qu'il découvre ce qu'est la recherche du terrain. S'il s'intéresse, par exemple, on a des carnets entiers qui ont été transcrits par des fans de tel ou tel lieu ou de tel savoir-faire.
Et puis ensuite, donc, il y a un moteur de recherche qui permet de retrouver les informations sur ce terrain. Donc voilà, transcrire, ça c'est un des outils de diffusion. Un autre outil, oui? Excuse-moi, parce que vraiment cet outil-là m'intéresse, c'est quelque chose qui est facile à mettre en place, non? Alors, c'est Omeka et Wiki, les deux donc, les fonctionnalités. C'est Fabrice Melka à l'IMAF qui a monté